Cette Coupe du Monde des clubs, c'est un peu comme un spin-off dont personne n'a jamais demandé l'existence. Personne n'en veut, tout le monde le critique, mais le jour de la sortie, tout le monde clique, tout le monde stream et tout le monde donne son avis comme si c'était le plus grand film de l'année. Bon, la compétition, elle va commencer dans quelques jours, et autant au moment de son officialisation et de son annonce par la FIFA, elle était beaucoup décriée par les médias, par les supporters et par les joueurs notamment sur le nombre de matchs que ça pouvait rajouter, l'intérêt d'une telle compétition, etc. Autant, depuis quelques temps, tout le monde est un peu plus ou moins hypé, on a l'impression. Les médias, ils font des grosses mini-séries dessus, il y a qu'à voir RMC ou l'équipe. On a l'air pleinement satisfait du fait que cette compétition ait intégré le paysage du football en 2025. Salut l'équipe, c'est Thibaut. Installez-vous confortablement au coin du foot. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette nouvelle compétition qui commence dans quelques jours, et on va essayer de faire les pour, les contre, et surtout de voir les enjeux de la compétition et le format, pour essayer de déterminer si c'est le nouveau sommet du foot mondial ou bien si c'est juste un sommet du foot business et que c'est le meilleur moyen pour les clubs de passer par la casse-banque du Monopoly et se refaire un peu la cerise. Allez, on y va. Bon, déjà, on va commencer par l'aspect plutôt négatif de la compétition. Évidemment, le format de cette compétition, ça a été imaginé par la FIFA pour générer plus d'argent autour du foot et pour poncer un peu la poule aux œufs d'or là-dessus. C'est pas du tout un intérêt sportif pour créer du spectacle ou pour essayer de prendre soin un peu des joueurs, etc. Là, on est vraiment parti du postulat opposé, et d'ailleurs, au moment de son annonce, évidemment, les remarques ont été très négatives autour de tout ça, que ce soit au niveau des médias qui faisaient beaucoup d'émissions et beaucoup de contenu sur le foot business, la FIFA qui cherche toujours plus d'argent, etc. Que ce soit au niveau des clubs et des joueurs qui se plaignaient d'ailleurs. On a vu même au début de la saison, il y avait encore Rodri, il y avait Kevin De Bruyne, il y avait Koundé qui se plaignaient du nombre de matchs dans la saison et du fait qu'on rajoute une compétition comme ça qui n'avait pas forcément lieu d'être et qui va finalement allonger encore la saison parce que les joueurs ont finalement pu avoir de périodes estivales. Je crois que la compétition d'ailleurs, elle a été annoncée notamment pour combler un peu le vide de la période estivale. Ce qui est très bien d'un point de vue supporter et spectacle, mais en fait ce qui est un non-sens pour les joueurs, parce que la période estivale, elle a quand même un intérêt, c'est de pouvoir reposer les corps pour réattaquer une longue saison derrière et pouvoir tout simplement régénérer un peu le physique. Donc il y a eu pas mal de débats à cette époque-là. En plus, il y a eu une longue période sur laquelle la compétition, elle a eu du mal à trouver un peu sa place. Finalement, il n'y avait aucun diffuseur qui vraiment voulait s'en occuper. Donc on était un peu dans l'impasse là-dessus, et on se disait que la compétition finalement, elle se vendait pas très bien. Du point de vue des supporters aussi, on se disait que franchement c'était un peu un non-sens. Déjà la Coupe du Monde des clubs, l'ancien format, il avait très peu d'intérêt. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez avoir regardé un match de cette compétition, mais moi je crois pas. Il y a un match que j'ai regardé effectivement, c'était la finale Santos contre le Barcelone, au moment où il y avait Neymar qui explosait un peu à Santos, parce que là c'était un peu le seul moyen finalement de voir à une heure décente le joueur évoluer et de se faire un peu une idée du talent de Neymar. Mais sinon, à part ça, personne ne regardait jamais cette compétition. Tu savais à l'avance qu'il y avait un club européen, donc le champion d'Europe, qui allait participer, qui allait gagner globalement. Donc vraiment, déjà de base, la compétition, elle avait une image qui était déjà plutôt négative et même neutre là-dessus, tout le monde s'en fichait, quoi. Et puis finalement, ça a fini par se débloquer parce que c'est DAZN qui s'est positionné là-dessus, qui a sorti un très gros chèque, donc près d'1 milliard pour récupérer les droits de diffusion. Donc finalement, d'un coup, les objectifs de la compétition ont été réalisés, c'est-à-dire que on a pu proposer des dotations et des primes très très importantes aux clubs. Et là, d'un coup, finalement, le discours a changé un peu en interne et notamment du point de vue des clubs, parce que en fait, il y a des primes énormes là-dessus, et du coup, participer, ne serait-ce que participer à la compétition, c'est déjà super intéressant pour un club. Alors en plus, le remporter, bon là, par exemple, si un club remporte la compétition, il pourrait empocher 150 millions d'euros. Donc bon, ça te fait le mercato d'été, quoi. Donc ça là-dessus, pour précision, en fait, bon, il y a une répartition évidemment à la participation en fonction du continent auquel tu appartiens. Et ensuite, tu vas avoir 2 millions de primes de victoire dans la phase de groupe. Et après, je crois que tu as 7,5 millions, 13 millions, 30 millions, 40 millions, en fonction de si tu arrives en huitième, quart, demi ou finale. Et donc le total fait que effectivement, si tu remportes la compétition, t'es déjà bien. Mais même si tu participes à la phase de groupe, pour un petit club par exemple comme Botafogo, pour John Textor, ça fait au minimum une trentaine de millions d'euros d'empoché. C'est nickel, hein. S'il a encore des problèmes avec la DNCG, il pourra faire un petit transfert entre Botafogo et l'OL et ajuster un peu le tir. Donc voilà, même pour des clubs comme ça, c'est hyper intéressant. Et donc finalement, le discours qu'on avait même en début de saison sur l'intérêt de cette compétition, sur le fait d'allonger les saisons, de plus avoir de période de repos,
etc. Et là, on l'a plus trop. Et même à l'inverse, les clubs finalement ont énormément profité de cette période de transfert qui a été ouverte spécifiquement en amont de la compétition. On voit vraiment que les clubs ont été actifs et finalement, ça veut dire que vraiment ils font un objectif prioritaire de cette nouvelle compétition. Par exemple, il y a eu Manchester City qui a récupéré Ryan Cherki, qui a récupéré Tijani Reinders, qui a récupéré Ait Nouri. On a Dortmund qui a signé Bellingham, mais le petit frère. Le Real Madrid aussi qui a signé Trent Alexander-Arnold et Hülsen. Donc on voit vraiment que les clubs ils sont activés là sur la période du marché des transferts pour se préparer en vue du mondial et on voit vraiment que c'est un vrai objectif là cette compétition. Puis les joueurs eux aussi qui étaient plutôt critiques jusqu'à au début de saison justement, on en parlait. Même leur discours là, il a plutôt changé. On voyait encore Nuno Mendes là après la finale de la Ligue des Nations et João Neves qui parlait un peu de l'approche qu'ils allaient avoir de la compétition et qui disait que finalement ils savaient pas trop à quoi s'attendre parce que c'était un nouveau format, ils voyaient pas trop comment ça allait jouer, etc. En termes, je parle d'intensité et surtout de niveau de jeu, etc. Mais ils étaient plutôt curieux de voir ça et ils avaient un peu hâte de tester la compétition. Donc là, on n'est plus du tout sur le même discours vraiment. C'est une autre approche et les joueurs finalement sont rentrés dans le rang quoi. Bon, on voit quand même que la Coupe du Monde des clubs c'est pas encore du niveau de la Ligue des Nations parce qu'on n'a pas encore eu les gros débats sur Twitter de est-ce que si Dembélé il remporte la Coupe du Monde des clubs il aura le Ballon d'Or à coup sûr devant Yamal comme c'était le cas à la Ligue des Nations. Là il n'y a pas encore ça donc ça veut dire que bon on a encore un peu de marge pour vraiment faire gagner en notoriété la compétition. Je rigole évidemment mais blague à part la compétition finalement elle est quand même considérée par les joueurs maintenant. En tout cas, ça a l'air de l'être dans les discours, donc ça change vraiment de tout ce qui a été dit avant. Et même sur les médias, on voit, ils commencent à couvrir vraiment la compétition, à faire un peu de contenu en amont. On voit même RMC Sport, par exemple, ils ont fait des épisodes dédiés sur chaque club pour les présenter en amont de la compétition. On voit que finalement, voilà, ça y est, ils sont lancés. Bon après, faut être honnête, avec les enjeux financiers qu'il y a maintenant, à partir du moment où on annonce ces primes-là, évidemment, ça devient un objectif prioritaire pour les clubs, c'est logique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et c'est hyper important. Donc finalement, c'est assez logique de voir un peu ce retournement de situation et ce nouveau mood autour de tout ça, quoi. Et à partir du moment où t'as les médias, où t'as les clubs, où t'as les joueurs qui commencent à se mettre un peu dans le mood et puis à finalement être intéressés par la compétition, finalement, tu ramènes les supporters assez rapidement là-dessus. Et je pense que la compétition, elle va être vraiment suivie. Je sais pas si elle va être regardée vraiment de manière importante, notamment sur DAZN, mais en tout cas, je pense qu'elle sera vraiment suivie. Et puis l'autre point que je voulais aborder, c'était le fait que vous êtes 99% à pas vous être abonné à la chaîne. Donc si vous kiffez les vidéos au coin du foot et que vous voulez m'aider à faire progresser un peu le contenu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on reprend. Puis bon, on va passer sur la partie un peu plus positive. En vrai, au niveau du format, au niveau des clubs qui participent, il y a quand même des choses intéressantes. Bon, le format, c'est vraiment format Coupe du Monde, il y a des phases de groupe à 4, et puis c'est les 2 premiers qui sont qualifiés, et après on a 8e, quart, demi et finale. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des sélections, cette fois-ci on a des clubs. Avec les clubs européens, on en a 2 par pays qui sont représentés, avec l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et puis le PSG pour la France. Et puis après, on a les clubs d'Amérique du Sud, d'Asie, et d'Arabie Saoudite qui sont aussi représentés. On a notamment le club de Monterrey au Mexique avec Sergio Ramos, on a l'Inter Miami de Messi, on a Los Angeles Galaxy de Giroud et Hugo Lloris, on a le Botafogo de John Textor, ça va être intéressant, ils sont dans le même groupe que le PSG, on a les Boca Juniors de Ander Herrera et surtout Cavani. Donc voilà, il y a quand même des petites affiches là-dessus avec des joueurs qu'on connaît, qu'on a connus sur l'Europe et puis qu'on suit plus beaucoup. Et donc finalement, il y a quand même un intérêt là-dessus, c'est que je pense, en termes de niveau, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que évidemment, les clubs européens, eux, ils sont en fin de saison. Il y en a qui sont en vacances depuis 2 semaines. La prépa physique, c'est un peu moyen. Il y en a qui viennent de jouer la Ligue des Champions, la finale, puis qui ont joué la Ligue des Nations derrière. Donc bon, là-dessus c'est pareil, je pense que l'état physique va être un peu compliqué, mais par contre sur les affiches, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment des affiches que tu n'as jamais l'occasion de voir, et là qui vont être en plus à des horaires abordables, par exemple le PSG dimanche ils vont jouer à 21h, et finalement ça peut te permettre de jauger aussi parce que le championnat brésilien, le championnat mexicain, le championnat argentin, la MLS, c'est pas forcément pour les dénigrer, mais forcément, depuis la France, tu suis jamais ça, quasiment, parce que c'est à des horaires pas possibles, ou alors tu regardes les résumés. Donc évidemment, on se dit toujours que c'est un petit niveau, mais finalement, concrètement, tu sais jamais exactement vraiment quel niveau ça a. Donc là, le fait de voir les grosses équipes européennes rencontrer ce type d'équipe-là, tu vas pouvoir jauger un peu plus et puis te rendre compte un peu de l'intérêt. Et puis, c'est des affiches que tu n'as jamais l'occasion de voir. Bon, après, ça fait un peu événement All-Star, évidemment. Ils ont fait vraiment en sorte d'avoir
Messi sur la compétition. C'est des affiches un peu random entre guillemets. C'est pas une compétition où tu te dis vraiment ça fait très sérieux, c'est plutôt une compétition où tu as l'impression que c'est plutôt du divertissement et du show que vraiment un truc à part entière. À part toujours ces primes évidemment qui sont hyper intéressantes et qui du coup vont donner un vrai enjeu à la compétition. Bon après il y a quand même 2-3 centres d'intérêt, hein. Le fait de revoir Messi jouer, ça va être super sympa, ça va être probablement parmi les derniers matchs vraiment que tu vas pouvoir voir à des horaires françaises de Messi, et surtout le voir face à des équipes européennes, bon tu pensais plus voir ça quoi. Donc ça c'est super intéressant. Tu as des nouvelles histoires à raconter, tu vas pouvoir voir Cherki évoluer avec son maillot de City contre des grosses écuries européennes et internationales, donc ça c'est super sympa. Tu peux avoir aussi le PSG qui va potentiellement rencontrer le Real de Mbappé, ce qui n'était pas le cas dans la saison en Ligue des Champions, ou alors même le PSG qui rencontrerait l'Inter Milan. Donc on verrait un peu si c'était un coup de chance ou pas. Non, je rigole évidemment. Donc voilà, niveau storytelling, tu as tout ce qu'il faut. Bon, les médias vont se régaler, tu peux encore raconter plein de choses, tu peux voir des choses un peu que tu pouvais plus forcément voir avec des joueurs qui ont quitté l'Europe. De ce point de vue-là, ça amène un vent de fraîcheur entre guillemets si on peut dire ça, mais surtout ça amène voilà, vraiment de la curiosité à ce niveau-là, et puis des matchs un peu différents que tu n'as jamais l'occasion de voir quoi. Donc bon, vous l'avez compris évidemment sur le format et sur la manière dont cette compétition a été créée et sur forcément l'objectif derrière tout ça par la FIFA. Bon, je suis pas très convaincu et ça me réjouit pas tant que ça. Maintenant, bon, évidemment, je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. Je suis un peu curieux de voir aussi quelle place va prendre cette compétition dans le paysage du foot mondial. Est-ce que ça va être un truc qui va un peu marcher sur le moment, mais finalement tout le monde s'en foutra, ou est-ce que c'est un truc qui va vraiment compter dans les années à venir? Donc voilà, à voir un peu comment tout ça va évoluer, mais c'est sûr que déjà de base, rallonger les saisons comme ça et le fait que les joueurs n'aient plus du tout de repos l'été pour régénérer les corps et se remettre d'aplomb pour la saison prochaine, moi ça me dérange un peu quand même. Donc bon, pour conclure, je dirais que pour le moment c'est vraiment un sommet du foot business et ça pourrait potentiellement devenir un sommet du foot mondial, à voir. Bon j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter, ça aide à faire monter la chaîne. Et puis dites-moi un peu ce que vous pensez de cette compétition. Voilà, si vous appréciez un peu le format, si vous pensez que ça peut être intéressant, et surtout si vous allez la suivre ou pas. Voilà. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot, et puis portez-vous bien. Allez, ciao!